Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, je vous le disais, 8h38 sur Studio Kalita, l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et ce matin, tous les quotidiens israéliens reviennent sur l'information diffusée hier soir dans le journal télévisé des Hadashot sur la décision du Paraguay de redéplacer son ambassade de Jérusalem à Tel Aviv. Donc on retourne en arrière. Une décision annoncée donc par le chef de la diplomatie paraguayenne, Luis Alberto Castiglioni, qui a provoqué une réaction immédiate et très ferme de la part de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a déploré cette décision. Il a annoncé qu'elle allait ternir les relations entre les deux pays. M. Netanyahou a joint le geste à la parole en annonçant la fermeture de l'ambassade d'Israël à Asunción et le rappel immédiat de l'ambassadeur israélien sur place. Les journaux soulignent que les Palestiniens ont affirmé que c'est à la suite de leur pression que le Paraguay a décidé de faire machine arrière. Et ils se sont même empressés d'indiquer que sous peu, une ambassade palestinienne allait voir le jour dans la capitale paraguayenne. Les observateurs s'accordent à affirmer que cette décision du Paraguay est un sérieux revers ou un camouflet diplomatique pour le Premier ministre israélien qui, on le sait, fait campagne depuis plusieurs mois afin que d'autres pays se joignent aux États-Unis, au Guatemala et donc jusqu'à présent au Paraguay pour transférer leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. M. Netanyahou avait émis l'espoir en mai dernier que d'autres pays d'Amérique latine suivent l'exemple donné donc par le Guatemala et le Paraguay, mais cela ne s'est pas produit. On craint côté israélien que la décision d'hier du Paraguay ne refroidisse certains pays qui avaient plus ou moins décidé ou même envisagé de transférer leur ambassade dans la capitale israélienne. Et dans ce contexte, on peut parler également d'un autre revers pour Jérusalem. Selon les quotidiens israéliens, l'Eurovision 2019 ne se tiendra pas à Jérusalem, mais à Tel Aviv. Il semble que seule la grande métropole israélienne aura la capacité de produire un événement international de l'envergure du concours Eurovision, sans pour autant se heurter à de multiples problèmes, en particulier autour du Shabbat. Le maire de Tel Aviv, Ron Hulday, aurait, paraît-il, signé un engagement permettant l'instauration de transports publics durant le Shabbat, de l'espace où se tiendra le concours jusqu'au centre de Tel Aviv et aux hôtels. À Jérusalem, l'ouverture de transport en commun durant le Shabbat aurait sans le moindre doute provoqué une véritable crise politique et religieuse sans précédent, d'où la forte probabilité d'une annonce au cours des prochains jours sur la tenue officielle de l'Eurovision à Tel Aviv. Le Israël Hayom consacre ce matin sa manchette à une interview exclusive que lui a accordée l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, à l'occasion de Rosh Hashanah. Alors que le journal publie des extraits de cet entretien qui paraîtra dans son intégralité demain, dans cet entretien, Friedman fait au moins 2 déclarations importantes. La première se rapporte au plateau du Golan. Je ne peux imaginer un cas de figure dans lequel le Golan ne fera pas partie intégrante de l'État d'Israël. Ad vitam aeternam, a dit donc David Friedman. Et à propos de Jérusalem, il a affirmé: aucun homme politique américain ne pourra annuler la décision du président Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Enfin, à propos de l'arrêt de la subvention américaine à l'UNRWA, David Friedman affirme que l'UNRWA est un organisme affecté de manière dramatique. Les quotidiens et les médias israéliens reviennent ce matin sur la décision de la Cour suprême de valider la démolition du village bédouin de Khan el-Ahmar dans le désert de Judée. La Cour a affirmé que le village avait été construit illégalement et après que les habitants de ce petit hameau aient refusé toutes les propositions de relogement faites par l'État d'Israël, la Cour a donc décidé d'autoriser la démolition dans un délai d'une semaine, et ce en dépit de pressions internationales, contre une telle démarche. Les observateurs estiment que les juges ont voulu prouver à travers ce verdict qu'il n'y avait pas de poids et de mesures pour les Juifs et pour les Arabes. Il faut rappeler que la Cour a décrété au cours des 18 derniers mois la destruction de maisons dans les localités d'Amona, d'Ofra et de Netiv Avot dans le Gush Etzion, et qu'il est possible que si elle ne s'était pas montrée aussi tranchante à propos des habitants bédouins palestiniens de Khan el-Ahmar, alors cela aurait porté atteinte à sa réputation, d'autant plus que la Cour suprême est dans le collimateur, on le sait, de la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, qui s'est d'ailleurs félicité de la décision de la Cour hier. Les Hadashot, le journal télévisé des Hadashot a annoncé qu'il y a quelques jours, on avait appris que les principaux candidats au poste de patron de la police en remplacement de Ronnie Alcher, qui termine sa mission à l'automne, étaient passés au détecteur de mensonges. Et bien, selon donc les Hadashot de l'ex-seconde chaîne, l'examen du commandant en chef de la police de Jérusalem, Ronnie Levy, aurait révélé quelques lacunes qui pourraient affecter ses chances de devenir le prochain patron de la police. Selon les Hadashot, le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, aurait
sélectionné 3 candidats au poste de numéro 1 de la police. L'un de ces 3 sera donc désigné prochainement. L'un des 2 autres restants devrait être désigné comme le patron de l'administration pénitentiaire en Israël, qui est également un poste important à pourvoir. De hauts fonctionnaires dans l'administration Trump ont révélé que les États-Unis éviteront de verser des subventions à des États qui se montreront hostiles à l'État d'Israël. Ces révélations ont été faites au cours de rencontres entre les représentants haut placés de la communauté juive américaine, qu'ils soient républicains ou démocrates, et ces hauts fonctionnaires de l'administration Trump comme Jason Greenblatt, Nikki Haley et Jared Kushner. Cette rencontre s'est déroulée à l'initiative de l'homme d'affaires israélo-américain et milliardaire Chaim Saban, qui, on le sait, est proche du président démocrates comme Bill Clinton et Barack Obama. Toujours dans le cadre de ce dialogue, les hauts fonctionnaires américains ont exprimé leur profond mécontentement face au refus des pays arabes de verser des fonds à l'autorité palestinienne. Les participants à cette rencontre ont pu confirmer le positionnement pro-israélien de l'actuelle administration Trump. C'est Nikki Haley qui a affirmé que les pays qui attaqueront Israël ne pourront plus compter sur une aide économique des États-Unis. Les hauts fonctionnaires de l'administration Trump se sont déclarés persuadés que tôt ou tard, les Palestiniens reviendront à la table des négociations. Quant à Jared Kushner, le gendre du président et son conseiller, il a confirmé que le plan de paix américain ne sera pas présenté avant les élections du Meantime en novembre prochain au Congrès. On savait qu'il était opposé à la loi sur l'État-nation, mais hier, le président de l'État, Reuven Rivlin, a clairement exprimé cette opposition. La loi sur l'État-nation est mauvaise pour le peuple juif et pour l'État d'Israël, a-t-il déclaré, et c'est une information qui est reprise par l'ensemble des sites d'information ce matin. Imaginons, a dit le président Rivlin, qu'avec une telle loi, nous allions demain dans l'avenir définir différentes sortes de juifs, ceux qui sont plus juifs, ceux qui le sont moins, a dit le président lors d'une soirée de lancement du nouveau livre du docteur Yoaz Handel, qui fut le conseiller de Binyamin Netanyahu, mais qui s'est déjà détaché de son ancien patron depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Nous devons nous garantir la possibilité de conserver intactes les démarches démocratiques dans notre pays, a dit encore le président de l'État. Dans le même cadre, le député Likoud Benny Begin s'en est pris à la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, en particulier à sa campagne contre la Cour suprême. Quant à Shaked elle-même, elle a déclaré il y a 2 jours, je vous le rappelle, qu'elle était stupéfaite du fait que la Cour n'avait pas repoussé immédiatement des recours contre la loi fondamentale sur l'État-nation. Ayelet Shaked a dit Begin semble mépriser certaines valeurs universelles et elle critique des juges qui, selon elle, ne sont pas suffisamment nationalistes. Alors je mets en garde, il ne s'agit pas là d'une brèche, mais d'un fossé. Quant à Naftali Bennett, le ministre de l'Éducation, qui était également présent, il a ensuite immédiatement répondu à Benny Begin. On ne peut pas prétendre vouloir défendre le droit et s'adresser de la sorte à la ministre de la Justice. Il s'agit là d'un débat légitime sur le rôle de la Cour suprême et sur sa capacité à casser des lois votées par la Knesset, a déclaré Naftali Bennett. Le site Ynet publie un article intéressant sur le renouveau de la communauté juive ukrainienne et en particulier sur la renaissance de la communauté juive d'Ouman. Outre les 20 ou 30 000 fidèles qui doivent rejoindre dans les prochains jours Ouman pour célébrer Rosh Hashanah sur la tombe de Rabbi Nachman de Bretslav, eh bien le Ynet nous révèle l'existence à Ouman durant le reste de l'année d'une communauté juive israélienne de plus en plus importante. Il s'agit d'Israéliens orthodoxes, souvent proches de la chassidoute de Bretslav, qui ont quitté Israël pour s'installer à Ouman. Il s'agit de juifs qui participent de près ou de loin au tourisme religieux suscité par la présence de la tombe de Rabbi Nachman sur place. Il y a aujourd'hui à Ouman en permanence durant toute l'année des dizaines de synagogues ouvertes, des mikvaot et des restaurants kashers qui semblent prospérer. Donc un reportage particulièrement intéressant à consulter dans le site Ynet. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h47 sur Studio Kalita. Une pause musicale et je l'espère nous serons ensuite dans ce studio avec le Rav Shmuel Marciano, qui est membre du conseil municipal à la municipalité de Jérusalem, représentant du parti Chasse. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.